même ligand sur l'APC que CD28. Là, on était sur un signal activateur. On induit secondairement CTLA4 qui aura plus d'affinité pour CD80, CD86 que CD28. Donc en quelque sorte, on va shifter d'un signal activateur, du fait de l'apparition du CTLA4 sur la cellule, à un signal inhibiteur pour éteindre la réponse. Et il y en aura d'autres. Par exemple, il y a ces interactions-là qui sont importantes, PD1 sur la cellule T et PD1 ligand sur l'APC. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de molécules, et il y en a d'autres. Je ne vous les mets pas toutes, il y a LAC3, il y a OX40, il y en a d'autres. Donc ça, ce sont des signaux qui vont réguler finement l'activation du lymphocyte avec des phénomènes de cascade et des boucles ensuite négatives pour arrêter tout ça. Et ça, vous allez voir les conséquences de ça. Bon, ça, c'est de la physiologie. Vous allez me dire, bon, c'est bien, mais enfin, bon, c'est de la mécanistique fine lymphocytaire. Non, il va y avoir des conséquences thérapeutiques extrêmement importantes quand on a compris ça. On a des médicaments et vous allez voir qu'on a actuellement des résultats tout à fait intéressants quand on arrive à manipuler ces molécules. Quand on active avec le TCR et qu'on a les molécules de costimulation, l'on va avoir le recrutement ici d'une voie très importante qui s'appelle la voie mTOR. En fait, mTOR, c'est une kinase qui est une kinase centrale qui va réguler le métabolisme de la survie de la cellule. C'est-à-dire que véritablement, quand mTOR est activé, vous allez avoir une régulation de la prolifération, de la croissance, de la mobilité, de la survie. Vous voyez, l'ensemble de ces éléments sont mobilisés dans la cellule. Donc véritablement, c'est un noyau de survie de cellules, de la survie de la cellule qui est mobilisé lorsque mTOR est activé. Quand on a l'activation par le TCR et mTOR qui est mobilisé ici, donc là, vous avez les complexes 1 et complexe 2, il va y avoir, au lieu d'aller vers, comme on l'a dit, si avec un seul signal, on irait vers l'anergie, voire l'apoptose, là au contraire, on a un signal de survie, on va démarrer le cycle cellulaire et on va commencer à exprimer des cytokines et des récepteurs de cytokines. Donc vraiment, cette voie mTOR, c'est une voie qui est très importante pour la survie et la prolifération de nos cellules. Alors, premier élément, vous voyez par exemple ça, c'est utiliser cette connaissance-là, puisqu'il y a des inhibiteurs de mTOR qui donnent des drogues immunosuppressives qui sont données en rejet de greffe. Donc un des médicaments est un inhibiteur de mTOR ici. Vous voyez, ces deux molécules-là, ce sont des inhibiteurs de mTOR qui vont inhiber l'activation lymphocytaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce truc de mTOR, c'est vraiment une clé de la survie de la cellule, mais ce n'est pas que sur les lymphocytes T, c'est sur toutes les cellules, où véritablement là, on est dans des phases de croissance, de prolifération, etc. On s'est aperçu aussi, enfin je vous dis ça comme ça, que c'était très allumé dans les cancers. Et donc, il y a certaines drogues qui sont utilisées, telles que celle-ci, aussi, par exemple, dans les cancers du sein, dans certaines situations de cancer du sein, pour tenter de limiter la prolifération cellulaire, on va bloquer mTOR sur les cancers. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, je bloque la prolifération tumorale, mais de l'autre côté aussi, j'arrête mes populations immunitaires et sont potentiellement pertinentes dans les conflits aux tumeurs. Oui, vous avez raison, il y a les deux éléments. Donc vous voyez que la biologie, c'est compliqué. Donc, on est véritablement ici sur une clé de prolifération à travers cette mobilisation mTOR. Alors, je vous ai dit, tout ça, ce sont des molécules, mais à l'arrivée, il y a des résultats tout à fait intéressants. On a vu ici des immunosuppresseurs, éventuellement des antinéoplasiques. Il y a une révolution en cancérologie qui se produit à l'heure actuelle, où au-delà des chimiothérapies, de la radiothérapie, etc., et de la chirurgie, il y a véritablement maintenant des molécules qui sont en train de faire un carton, c'est-à-dire que au-delà des effets que l'on a, et on essaie d'aller plus loin, parce que je vous rappelle qu'on ne guérit qu'un cancer sur 2 à l'heure actuelle, eh bien, on a maintenant, à travers la connaissance de ces molécules, fabriqué des anticorps qui vont bloquer ces signaux inhibiteurs, en se disant, dans la tumeur, potentiellement, il y a des lymphocytes qui seraient capables de tuer la tumeur, mais ils sont inhibés, énergisés, etc. Je vais bloquer ces signaux inhibiteurs par des anticorps, et je vais les donner chez les patients. Et vous voyez ce que ça donne en termes de volume tumoral chez les patients. Ici, dans des essais thérapeutiques dans le mélanome, on bloque CTLA4 et on bloque PD1, donc deux molécules inhibitrices. Eh bien, vous voyez que chez les patients qui ont des maladies extrêmement graves, qui ont des survies extrêmement difficiles, avec en général
un décès précoce dans les 3 ans qui suivent la découverte de la maladie dans les formes avancées, voire souvent beaucoup moins, eh bien vous voyez ici l'évolution du volume tumoral chez la majorité des patients. Bon, certains échappent, quelques-uns sont stables, mais la majorité ici ont une fonte complète de la tumeur. Et je ne sais pas si j'ai fait un topo il n'y a pas très longtemps en immunocancéro, je ne sais pas si vous étiez là, mais à l'heure actuelle, il y a même un essai qui a été fait, et qui est un essai historique qui est publié il y a quelques mois dans le New England, où il a été montré pour la première fois que dans un essai thérapeutique d'un mélanome très avancé, avec des gens qui meurent au bout de 15 mois, quand on compare la meilleure des chimiothérapies versus un anticorps anti-PD1, donc c'est-à-dire que je traite le cancer non pas en attaquant la cellule tumorale, mais simplement en déverrouillant les lymphocytes, et je ne fais que ça, eh bien on passe de 15% de survie, de 20% de survie à 15 mois avec la chimio versus 70% de survie des patients. Donc vous voyez que ces molécules-là, ce n'est pas juste des connaissances fondamentales en immuno, c'est des traitements super importants qui rentrent en force en cancérologie et qui feront demain l'objet des prescriptions que vous allez faire chez les patients. Donc ce n'est pas des choses qui sont de la biologie pure, c'est vraiment des conséquences très importantes et on est au début simplement de la compréhension de ces molécules-là et de leur manipulation. Donc c'est très important, tout ça. Un mot pour vous dire que tout ceci, finalement, donc on a parlé de ces interactions. On n'est pas sur un modèle monomoléculaire avec un TCR, un CMH, un peptide. Bien évidemment, il y a un certain nombre de TCR qui sont mobilisés, il y a un certain nombre d'informations qui sont données, et c'est un niveau d'activation, finalement, qui devra être franchi pour faire que la cellule parte dans l'activation. Il faut beaucoup plus de signaux pour faire démarrer un lymphocyte naïf que pour faire démarrer un lymphocyte mémoire. Donc il faut bien avoir la notion de ce seuil d'activation qui est importante. Le troisième signal, ce sont les cytokines. Alors on va prendre l'exemple des CD4, on en a déjà parlé des cytokines l'autre fois. Pour les lymphocytes CD8, l'interleukine 2 est extrêmement importante. Ça, vous l'avez vu la dernière fois, et c'est très important, c'est l'orientation des CD4. Quand le dialogue se fait entre le CD4 et l'APC, il va y avoir une décision d'orientation fonctionnelle de ces CD4 qui, suivant les molécules produites dans le micro-environnement, dans cette interaction entre la cellule dendritique et le lymphocyte, donc certaines de ces cytokines sont produites par l'APC et d'autres sont dans l'environnement mais ne sont pas directement produites. Et l'interleukine 12, par exemple, elle est produite par la cellule dendritique. L'interleukine 4, elle n'est pas produite par la cellule dendritique, elle est produite dans l'environnement. Et bien, suivant cet environnement cytokinique qui est trouvé par ce lymphocyte CD4 au contact de la cellule dendritique, il va y avoir des orientations différentes qui sont proposées, qui sont extrêmement importantes, puisque d'un côté, on va aider l'immunité à médiation cellulaire, de l'autre côté, on va aider l'immunité à médiation humorale, donc les anticorps, et puis ici, on va favoriser, maintenir l'inflammation sur les TH17, et on peut aller jusqu'à fabriquer des lymphocytes Treg ici et aboutir à de la tolérance. Donc vous voyez que ce sont des décisions importantes. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le bon TCR-CMH, il s'agit aussi de ne pas se tromper dans l'orientation que l'on va faire pour guider ce combat immunitaire. Donc ce milieu cytokinique est très important et vous voyez que ça fait intervenir, bon là ici j'ai mis l'exemple des TH1 et des TH2, l'interleukine 12 produite par la cellule dendritique, l'interféron gamma qui est en général produit par des lymphocytes natural killers qui sont dans le coin, qui vont être activés par cette interleukine 12. Vous voyez bien le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. On l'apprend dans les bouquins avec d'un côté l'immunité innée, de l'autre côté l'immunité adaptative. Vous voyez bien qu'il y a vraiment un lien entre les deux. L'ADC, elle est d'abord dans l'immunité innée, elle passe dans l'immunité adaptative. Et vous voyez que ici, eh bien, par exemple, la natural killer, elle va donner de l'interféron gamma qui va aider à la différenciation TH1 du CD4. Donc, vous voyez que c'est un continuum de réponse qui est fait. Pour l'orientation TH2, c'est plus compliqué encore parce que là, pour le coup, on n'a pas trouvé vraiment de cytokines ou de récepteurs qui soient à coup sûr les éléments qui, de l'ADC, vont donner l'information au CD4 pour aller se différencier en TH2. L'interleukine 4 est essentielle, mais l'interleukine 4 n'est pas produite par l'ADC, elle est produite par d'autres cellules. Et vous avez ici là une autre cytokine qui s'appelle la TSLP, vous voyez ici ce que ça veut dire, qui est produite par des cellules épithéliales. Donc là aussi, elle n'est pas produite par l'APC et elle va être importante pour l'orientation TH2.
Rappelez-vous que ces orientations-là sont antagonistes, c'est-à-dire quand on fait du TH1, on ne fera pas du TH2 localement, et vice-versa, et qu'il y a quand même une plasticité qui a été trouvée, c'est-à-dire que cette différenciation lymphocytaire T, CD4, elle n'est pas complètement définitive, il peut y avoir, d'abord il y a des formes de transition entre les deux, ce n'est pas aussi clair que ça, des fois c'est un peu entre les deux, et on peut avoir des dédifférenciations, redifférenciations qui peuvent se produire. Donc en résumé, vous voyez ce que c'est. Signal 1, bon, TCR, CMH peptide, d'accord. Signal 2, cette co-stimulation, vous avez vu qu'il y avait des boucles positives et puis des boucles négatives. C'est très fin et c'est très important, comme on l'a vu. On peut avoir des médicaments après qui vont avoir des effets spectaculaires. Par exemple, ce qu'on avait fait aussi, j'ai parlé de CD28. Eh bien, au début, on s'est dit, ah ben voilà ce qu'on va faire, on va donner un anticorps qui va stimuler CD28. Donc on va booster l'accélérateur du lymphocyte. Au lieu de freiner par des anticorps qui vont casser les signaux inhibiteurs, je veux au contraire stimuler les signaux activateurs. Et bien, quand il a été fait ça chez les patients, il y a eu un essai de phase 1 qui a été fait et qui a été publié il y a quelques années. Il y a 10 patients pour lesquels il y a eu un anticorps anti-agoniste CD28 qui a été donné pour stimuler. Les patients, au bout de 2 heures, ils étaient tous en réanimation avec un choc, avec une insuffisance rénale, avec une CIVD, etc. Donc 2 heures après, quand on a stimulé ces populations-là, ils ont failli perdre les patients qui étaient tous en réanimation et qui ont failli mourir tellement c'était une bombe atomique qui avait été créée chez eux à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment des molécules extraordinairement fines. Et donc le signal 3, c'est les cytokines qui sont produites. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est une cascade d'événements donc, que l'on a vus les uns derrière les autres, qui vont faire qu'à la fin, finalement, le CD4 va pouvoir avoir son effet helper, va pouvoir aider aussi, vous le reverrez, dans la production des anticorps avec la coopération avec le lymphocyte B, et donc va aider les lymphocytes CD8 à devenir des effecteurs finaux. Dernière diapositive ou dernier élément à introduire, c'est ces notions de populations donc d'accord qui ont été activées. Il y a mTOR qui est passé par là. On a maintenant des populations activées qui ont été amplifiées, qui partent en périphérie et qui vont donc avoir leur rôle de populations effectrices qui vont devoir faire le boulot. Je vous rappelle que dans l'immunité innée, tout de suite, on peut mobiliser énormément de cellules. Vous avez bien compris que dans l'immunité adaptative, il y en a 1 sur 100 000 qui est intéressante. Donc une fois qu'on l'a trouvée, à travers cette interaction dans le ganglion, il va falloir la multiplier de façon considérable pour en faire une armée et pour qu'elle reparte en périphérie. La multiplier de façon considérable, vous voyez ici le nombre de divisions nécessaires, c'est plus qu'une prolifération tumorale. Donc c'est vraiment une énorme prolifération pendant quelques jours pour fabriquer des petits soldats qui vont partir en périphérie avec le bon TCR pour pouvoir donc faire le conflit. C'est l'expansion clonale. Tous auront donc là le même TCR. Mais au bout d'un moment, donc vous voyez ici le niveau d'expansion de ces populations-là, mais au bout d'un moment, quand le conflit a été résolu, on ne va pas rester avec cette expansion folle. Il va falloir à ce moment-là revenir à des choses beaucoup plus restreintes, ne garder que quelques cellules mémoire dans l'organisme qui ont des capacités d'auto-renouvellement et de réactivation quand elle rencontre à nouveau l'antigène, sans avoir besoin de repasser par l'éducation par la cellule dendritique. Elles n'en ont plus besoin. En quelque sorte, on garde le bénéfice de ce premier conflit que l'on a réussi à résoudre. On a gardé un petit échantillon en nous et on peut donc le réutiliser si de nouveau on a besoin de combattre et d'avoir à résoudre ce conflit. Donc cette désactivation lymphocytaire, elle se fait à travers ces molécules-là. Il va y avoir une contraction avec énormément de cellules qui partent en apoptose. Seules quelques-unes vont devenir des cellules mémoire. Et on distingue deux types, enfin plus que ça, mais on va faire simplifier. On distingue deux types de cellules mémoire à l'heure actuelle. Il y a des cellules mémoire qu'on appelle effectrices, qui seront plutôt trouvées dans les tissus périphériques, et qui vont pouvoir agir tout de suite. Et vous avez des cellules mémoire centrales qui, elles, vont être dans les ganglions et qui vont pouvoir se diviser de façon très importante et donc redonner des populations pour pouvoir être utiles dans le conflit. Donc elles ont des capacités de prolifération en cellules effectrices qui sont très importantes. Quand vous regardez
l'expression des molécules à sa surface, vous allez dire encore des molécules et des CD, etc. Ben non, finalement, on retrouve ce que l'on connaît déjà quand on a compris comment ça se passe. Bon, toutes les cellules mémoire expriment CD45RO, alors que les cellules naïves expriment une molécule qui s'appelle CD45RA. Bon. Donc ça, c'est une caractéristique des cellules mémoire. Je cherche des cellules mémoire, je vais utiliser un anticorps dirigé contre cette molécule CD45RO. Comme tout à l'heure, je cherche un lymphocyte, je vais utiliser un anticorps qui reconnaît la molécule CD3. Donc ça, c'est important. En fait, CD45, c'est une phosphatase. Et il y a des formes RO et des formes RA. Dans les formes RO, c'est des formes tronquées. Et donc, c'est une phosphatase qui intervient dans la transduction du signal du TCR. Phosphatase, c'est un signal, ça va permettre la désactivation. Donc, quand on est cellule mémoire, ici, on est sous la forme CD45RO. Donc ça, c'est une composante caractéristique des cellules mémoire. Eh bien, vous ne serez pas étonné de voir que les cellules centrales qui vont être dans les ganglions, elles vont avoir à leur surface les molécules qui vont leur permettre de se guider vers les ganglions. Sélectine, ici, le récepteur à la chimiokine CCR7. Alors que celles qui sont en périphérie, ici, elles n'ont pas ces molécules-là. Donc vous voyez qu'en fait, ces molécules-là, ce n'est pas des nouvelles choses à apprendre, c'est exactement la même chose que le routage qu'on a vu au début, l'adressage, je crois que routage, c'est pas français, l'adressage de ces populations dans les différents organes. Donc vous voyez, vous avez vu un petit peu la façon dont se déroulent les choses. Donc les trois signaux très importants, donc le TCR-CMH peptide, la costimulation et après la polarisation avec cet environnement cytokinique qui permet d'orienter les populations. Les CD4 qui vont être des cellules helper, qui vont produire des cytokines, favoriser donc la différenciation terminale des CD8 et également la coopération avec les cellules B, et ces CD8 qui vont partir en périphérie, à ce moment-là, qui ont été éduqués, qui vont pouvoir avoir leur activité cytotoxique en point final. Voilà, donc ça c'est comment se déroule l'activation lymphocytaire à partir de ce petit lymphocyte qui est sorti du thymus avec son bon récepteur et qui va être éduqué par nos cellules spécialisées. Voilà, on va donc arrêter aujourd'hui.